Il était une fois à Kofea, l'un de ces quartiers bruyants où les maisons se font face et où chacun se réveille avant même que l'alarme ne sonne, simplement parce que les disputes de voisins servent d'appel matinal. Là vivait une femme nommée Madaline. C'était la reine de la curiosité, la ministre du « Je dois savoir », la directrice générale de la vie des autres et la PDG internationale du club de commérage du quartier. Pour elle, si les potins avaient été de l'oxygène, elle aurait vécu éternellement. Si espionner les fenêtres avait été un sport, elle serait championne olympique. Et si la curiosité avait été une matière scolaire, elle aurait décroché la première place avec une bourse pour aller étudier à l'étranger. Elle répétait toujours. Sans potin croustillant, ma vie n'aurait aucun sens. Tout le quartier connaissait son talent. Au moindre éclat de voix, avant même que les curieux habituels n'aient le temps de sortir, Madaline apparaissait déjà, curieuse à la bouche, faisant semblant de balayer. Elle se postait là, l'air de rien, hochant la tête comme si elle analysait des données importantes, absorbant les informations plus vite qu'une connexion de fibre optique. Le quartier de Kofea, à lui seul, ressemblait à un vrai cirque du matin au soir. Il se passait toujours quelque chose. Les enfants capricieux pleuraient à tue-tête. La vendeuse de bouillie, qui refusait catégoriquement de rendre la monnaie, criait « Je n'ai pas de monnaie, reviens plus tard ». Certains clients finissaient par oublier qu'ils avaient de l'argent chez elle, tandis que les plus vigilants se disputaient fermement pour récupérer leur dû. Et puis, il y avait les hommes, surtout les chômeurs du quartier, qui se rassemblaient très tôt devant le petit bar pour boire du vin de palme, leur carburant indispensable pour bien commencer la journée. Installés sur de vieux bancs, ils débattaient bruyamment du match de foot de la veille. Les lieux de culte, eux aussi, participaient au vacarme quotidien. La mosquée réveillait tout le quartier dès l'aube avec la prière du matin. Et le soir, une église évangélique plantée en plein centre du quartier faisait trembler les murs lors de leur séance de louanges, au point qu'on aurait cru à un concert en plein air. Au milieu de tout ce vacarme, Madaline régnait fièrement, telle une véritable caméra de surveillance. Si quelqu'un toussait de façon étrange, elle était la première au courant. Même les jeunes filles du quartier n'osaient pas sortir avec leur petite amie dans les ruelles. Avec Madaline, leurs parents seraient informés avant même qu'elles n'aient fini leur promenade. Même le propriétaire de la maison où elle louait, M. Acrasso, n'en pouvait plus d'elle. Elle frappait sans cesse à sa porte pour lui rapporter des informations totalement inutiles. Le voisin qui avait pété dans la nuit, le bruit que ça avait fait et comment cela avait perturbé son sommeil. Il en devenait fou. Avec le temps, les habitants du quartier avaient appris à cacher soigneusement tout ce qu'ils ne voulaient pas voir se répandre, car avec Madaline, la moindre chose pouvait se propager dans tout le voisinage plus vite que des repas distribués gratuitement. Mais malgré leurs efforts, elle finissait toujours par tout découvrir. Elle était une experte avec des stratégies parfaitement rodées pour espionner tout le monde. Elle faisait semblant de laver des assiettes mais choisissait exprès le milieu de la cour pour avoir la meilleure vue possible. Elle racontait aussi à tout le monde qu'elle préférait l'eau du puits parce qu'elle était plus naturelle et bio. En réalité, c'était faux. Aller chercher de l'eau au puits situé dans la grande arrière-cour lui donnait une excuse parfaite pour sortir plusieurs fois par jour. Et cet endroit était stratégique. Toutes les fenêtres des chambres donnaient sur l'arrière-cour. Elle tendait donc le cou comme une girafe, captant au passage les confidences que les couples se murmuraient sur l'oreiller. Un jour, alors qu'elle allait acheter de la bouillie chez la vendeuse du quartier, Madaline vit une voiture rutilante se garer devant la maison d'en face. Elle reconnut aussitôt Lima, la voisine célibataire avec un enfant, assise dans la voiture en compagnie d'un homme qui venait clairement de la raccompagner. Et sitôt le matin, ils restèrent un long moment dans la voiture à discuter. Les autres clients, assis devant la vendeuse de bouillie, observèrent la scène en silence, sans réagir. Mais Madaline, elle, n'allait jamais se contenter de regarder de loin. Non, elle se lança, déterminée à s'approcher pour mieux écouter. Mais à peine eut-elle fait quelques pas qu'elle glissa et chuta droit dans le caniveau. Les gens éclatèrent de rire. Le quartier entier en parla pendant 3 semaines, mais la honte n'arrêta pas cette femme. Au contraire, cet incident affûta encore plus sa curiosité, comme une lame qu'on passe sur une pierre. Elle répétait fièrement. Il vaut mieux tomber dans un caniveau que rater une information importante. Pour elle, connaître la vie des autres était une véritable source de plaisir. Et lorsqu'on lui disait de s'occuper de ses affaires, elle croisait les bras et répondait « Si je ne parle pas, ma bouche va sentir mauvais ». Le soir venu, elle rassemblait quelques femmes chez la vendeuse d'acassa aux poissons. Et tout en mangeant, elle leur servait tous les potins qu'elle avait récoltés dans la journée. La vie suivait son cours dans le désordre habituel.
chacun essayant tant bien que mal de s'accommoder de la grande commère du quartier. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Puis un soir étrange, alors que les chiens du quartier d'ordinaire bruyants étaient soudain silencieux comme s'ils revenaient d'une retraite spirituelle, Madeleine sentit quelque chose d'inhabituel. Il était environ 23h30. Tout le monde était enfermé chez soi. Elle était sur le point de s'endormir lorsqu'un bruit la tira de son lit. Pas un bruit normal, pas le son d'un objet qu'on traîne au hasard. Non, cela ressemblait plutôt à une lourde charge glissant sur le sol. Elle se leva aussitôt, marcha sur la pointe des pieds jusqu'à la fenêtre et l'ouvrit très lentement, comme une actrice répétant une scène de suspense. Dehors, elle aperçut un homme très grand vêtu d'un hoodie noir et portant des lunettes de soleil en pleine nuit. Rien que ça suffisait à le rendre suspect. Il tirait derrière lui une longue malle en bois fermée par un gros cadenas en fer. Le coffre semblait tellement lourd qu'on aurait dit qu'il contenait de l'or, de l'argent ou même des enfants kidnappés. L'homme ne regardait pas autour de lui. Il faisait tout son possible pour être discret, avançant lentement en traînant la malle vers la dernière chambre de la maison, la chambre 6. Elle n'était plus habitée depuis un moment. Depuis la mort soudaine du dernier locataire, personne n'avait accepté d'y vivre. Il ouvrit la porte, entra puis verrouilla derrière lui. Silence absolu. Mais Madeleine, elle, tremblait de choc et d'excitation. Elle sortit en vitesse et fila droit chez Mama Tenimi, sa voisine de la chambre d'à côté, la seule dont l'esprit de curiosité pouvait rivaliser même légèrement avec le sien. Elle frappa frénétiquement à sa porte. « Mama Tenimi, réveille-toi. Il se passe des choses étranges dans cette cour. Un étranger vient d'entrer dans la chambre 6 avec une boîte de cercueil. » Mama Tenimi ouvrit la porte, contrariée. « Quoi? Il y a le feu? Qu'est-ce qu'il se passe encore ?» Madeleine chuchota d'un ton dramatique. « Un homme vient d'arriver avec une grande malle. Il est entré dans cette vieille chambre. Il y a quelque chose là-dedans. Je dois savoir. » Ces mots réveillèrent immédiatement le moteur à potins de Mama Tenimi. Mais elle répondit. « Eh, il est tard. Attendons demain pour voir ça. Bonne nuit. » Elle referma aussitôt sa porte, laissant Madeleine seule sur le perron, le cœur en ébullition. Alors, la commère murmura pour elle-même. « Demain matin, je saurai ce qu'il y a dans cette boîte. Je vais enquêter. » Une fois remontée dans sa chambre, Madeleine fut incapable de trouver le sommeil. La curiosité la dévorait de l'intérieur. Incapable de se retenir, elle prit son téléphone et raconta tout ce qu'elle avait vu dans le groupe WhatsApp des locataires. Le lendemain, toute la cour se réveilla sous tension, bourdonnant comme un transformateur prêt à exploser. Les habitants se précipitèrent devant la chambre 6, frappant à la porte avec insistance, mais aucune réponse. Très vite, de petits groupes se formèrent, chacun partageant ses théories comme s'ils échangeaient des réponses pendant un examen. Même ceux qui d'ordinaire ne se mêlaient jamais des affaires de la cour étaient dehors à l'écoute. Ils finirent par interroger M. Acrasso, le propriétaire. Visiblement gêné, il confirma qu'il avait effectivement loué l'appartement à un homme qui cherchait un logement en urgence. L'individu avait même payé très généreusement. Les locataires agacés en conclurent que Madeleine avait sûrement exagéré toute l'histoire. Ne voyant pas comment avancer, ils finirent par retourner chacun à leurs occupations. Mais Madeleine, elle, n'arrivait pas à tourner la page. Elle ne pouvait ni manger, ni boire, ni s'asseoir. Même cligner des yeux devenait difficile tant son esprit répétait. « Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ?» Elle regarda autour d'elle, inspira profondément, puis murmura comme une chef d'opération secrète. « Aujourd'hui, je dois découvrir ce qu'il y a dans cette grosse boîte. » Elle rentra dans sa chambre, attrapa une épingle à cheveux, puis ressortit d'un pas déterminé, prête à jouer les agents secrets. La cour était déserte, silencieuse. Elle se baissa, posa mains et genoux au sol et avança discrètement le long des murs comme un lézard en mission. Arrivée devant la chambre 6, elle colla son oreille à la porte. Rien, pas un souffle. Elle se dit que l'homme devait être sorti puisqu'ils avaient tous frappé en vain le matin même. Alors, la main tremblante mais décidée, elle introduisit son épingle dans la serrure. Clic. La porte s'ouvrit. Un vent glacé s'échappa de la pièce comme si un climatiseur tournait en plein régime. Elle se figea quelques secondes, puis sa curiosité redoubla. La chambre était faiblement éclairée par la lumière qui filtrait depuis le salon. Dès qu'elle entra, Madeleine aperçut immédiatement le coffre en bois noir posé au milieu de la pièce et le cadenas n'y était plus. Son cœur fit un bond. « Enfin, murmura-t-elle,
je vais enfin voir ce qu'il y a dans ce coffre. Sa curiosité brûlait désormais comme un feu incontrôlable. Elle posa la main doucement sur la malle, inspira, puis souleva le couvercle avec une lenteur extrême. Et ce qu'elle découvrit à l'intérieur la paralysa. Le coffre était rempli de liasses d'argent, soigneusement empilées dans des sachets noirs et empilés comme un immeuble miniature. Il y avait aussi des bijoux en or dans de petites boîtes, des passeports et des documents importants. Les yeux écarquillés, Madeleine souffla. « Seigneur, dans quoi je me suis fourrée ?» Mais elle n'eut pas le temps de reprendre ses esprits. Des pas résonnèrent derrière elle et elle entendit la porte se verrouiller brutalement. Elle se retourna d'un coup et vit l'homme à capuche de la veille. Il portait les mêmes vêtements, aucun doute possible. Avant même qu'elle ne puisse dire un mot, il l'assomma. Elle s'effondra au sol. Quelques minutes plus tard, elle se réveilla, sonnée, les mains attachées derrière le dos et la bouche bâillonnée. Elle était dans la chambre à coucher de l'appartement-ci. Exactement là où elle n'aurait jamais dû mettre les pieds. Paniquée, incapable de crier, elle hurla intérieurement. « Oh mon Dieu, dans quoi je me suis encore embarquée ?» Quelques heures plus tard, le mystérieux locataire entra, silencieux, furieux. « Alors, on entre chez les gens sans permission », dit-il d'une voix froide. « Puisque tu tiens tant à savoir ce qui se passe dans mon appartement, tu vas y rester. » Il ressortit sans un mot de plus, laissant Madeleine en larmes, attachée, tremblante, la gorge serrée. Elle sanglotait. « Mais qui m'a envoyée ici ? Cet homme est un malfaiteur. Seigneur, si tu me sors de cette histoire, je te promets de ne plus jamais me mêler des affaires des autres. » Un jour passa, puis deux, puis trois, et les habitants du quartier commencèrent à se demander où Madeleine avait bien pu disparaître. Un après-midi, à cause d'une coupure d'eau courante, Mama Tenimi et Lina se retrouvèrent dans l'arrière-cour pour puiser de l'eau au puits. « Ah, cette pauvre Madeleine ! Dieu seul sait où elle est partie, » dit Mama Tenimi. « Elle est même partie sans fermer son appartement à clé, » répondit Lina. « Et si quelque chose lui était arrivé ? » « J'espère que non, mais franchement, son absence ne me dérange pas, » ajouta-t-elle d'un ton désinvolte. Elle m'énervait tellement à colporter des potins partout. À cause d'elle, Issa, le voisin d'en face, ne me parle même plus. Mama Tenimi hocha la tête. « Tu as parfaitement raison. Nous les femmes, on aime bavarder. Oui, mais elle, c'était un autre niveau. Pour être honnête, elle ne me manque pas du tout. Au contraire, bon débarras. » Elles continuèrent leur conversation tranquillement, ignorant totalement que Madeleine les entendait, car en réalité elle était prisonnière dans la chambre à coucher de l'appartement 6, attachée et bâillonnée depuis 3 jours. Toutes les chambres de la maison avaient une fenêtre donnant sur l'arrière-cour, là où se trouvait le puits. D'habitude, c'était justement Madeleine qui, sous prétexte de venir puiser de l'eau, écoutait les conversations de ses voisins depuis cet endroit stratégique. Mais cette fois-ci, elle était enfermée. Même si la fenêtre était close, elle avait parfaitement entendu leurs paroles. Elle disait que sa disparition ne leur faisait ni chaud ni froid, qu'elle ne leur manquait pas, qu'elles en avaient marre de ses commérages. Une larme glissa sur sa joue. Elle se sentait honteuse, envahie de remords et terriblement faible. Cela faisait déjà 3 jours qu'elle n'avait pas mangé. Son ravisseur, lui, ne venait même plus la voir. Elle entendait simplement ses pas dans le salon, parfois une conversation murmurée au téléphone, puis il repartait aussitôt. On aurait dit qu'il ne vivait même pas là, qu'il faisait juste des allers-retours. Madeleine tenta encore et encore de défaire les liens qui serraient ses poignets et ses pieds, mais sans succès. Le 4 jours passa, puis le 5, puis le 6, complètement épuisée, la gorge sèche, la tête lourde. Elle murmura intérieurement. « Oh mon Dieu, c'est donc comme ça que je vais mourir ? Vous voyez, c'est ma curiosité qui va finir par me tuer. » Mais le 7 jours, alors qu'elle n'avait plus aucun espoir et que ses forces l'abandonnaient complètement, Madeleine entendit soudain le vacarme assourdissant de sirènes de police. Des pas précipités, des cris, un bruit de porte enfoncée. Puis la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. En voyant les policiers, elle eut juste le temps d'écarquiller les yeux avant de s'évanouir. Le lendemain, Madeleine se réveilla à l'hôpital, encore très faible. Elle avait la gorge sèche, la tête lourde, mais au moins, elle était vivante. Quelques minutes plus tard, un policier entra dans la chambre. « Ah, madame, vous êtes réveillée. Comment vous sentez-vous ? » « Mieux, » murmura Madeleine. « Très bien, » reprit le policier. « Excusez-moi, mais nous devons prendre votre déposition. » Il sortit son carnet.
Sachez que nous étions à la recherche d'un malfaiteur depuis plusieurs mois. Un criminel impliqué dans le cambriolage de la demeure d'un ministre avec l'aide de plusieurs complices. Ils ont vidé le coffre familial et disparu avec l'argent, les bijoux et certains documents importants. Nous étions sur l'affaire depuis longtemps et c'est seulement hier que nous avons réussi à l'arrêter. Madaline écoutait, les yeux écarquillés, encore choquée. Le policier poursuivit. Après plusieurs heures d'interrogatoire, il a finalement avoué avoir caché le reste des objets volés dans une malle à l'adresse de votre propriétaire, Monsieur Acrasso. Nous l'avons également interpellé car il a loué un appartement à cet individu sans aucune vérification, juste parce qu'il lui avait remis une grosse somme d'argent. Il devra passer devant le tribunal et s'expliquer. Madaline en resta bouche bée. Monsieur l'agent, je vous jure, je ne suis au courant de rien. Moi-même, je suis une victime dans cette histoire. J'étais juste un tout petit peu curieuse. Et puis je menais mon enquête de façon sérieuse parce que ce locataire-là était vraiment suspect. Le policier eut du mal à retenir un rire. Vous meniez une enquête ? Demanda-t-il. Vous êtes détective, Madaline Gloussa ? Eh oui, on peut dire ça comme ça. Je suis un peu la détective du quartier. Je suis entrée chez ce monsieur pour vérifier ce qu'il cachait dans sa malle. Et c'est là que ce malfaiteur m'a attrapée et m'a retenue captive. Le policier sourit, amusé. D'accord. D'accord. Madame, nous avons aussi interrogé certains voisins et une certaine Mama Tenimi nous a dit que vous étiez la commère du quartier, ce qui explique peut-être pourquoi vous vous êtes retrouvée piégée. Madaline avala sa salive, rouge de honte, et pensa intérieurement. Oh Mama Tenimi, elle m'a traité de commère. Elle ne perd rien pour attendre. Le policier se redressa et ajouta. Très bien, madame, je vais vous laisser vous reposer. Remettez-vous bien et surtout restez à la disposition de la police si nous avons besoin de vous pour la suite de l'enquête. Merci, monsieur l'agent, répondit Madaline. 3 jours plus tard, elle fut enfin autorisée à sortir de l'hôpital. Lorsqu'elle revint au quartier, les habitants vinrent lui souhaiter la bienvenue, mais elle ne les calcula même pas. À partir de ce jour-là, elle ne parla plus à personne, sauf en cas de stricte nécessité. Elle marchait tête haute, déterminée. Fini la curiosité maladive, fini les histoires des autres. Tous commencèrent à se demander si Madaline allait vraiment bien. Les jours passèrent et elle restait silencieuse, distante, presque absente. Certains voisins nostalgiques murmuraient même. L'ancienne Madaline nous manque. Mais désormais, elle ne calculait plus personne. Elle restait concentrée sur sa propre vie comme si elle avait tiré un trait définitif sur son passé de commère professionnel. Un après-midi, elle était assise tranquillement dans la cour devant son appartement en train de faire sa lessive. Soudain, Mama Tenimi surgit à côté d'elle, toute excitée. « Oh Madaline, je suis tellement contente de te voir dehors. Tu sais ce que je viens d'apprendre ? Lina, notre voisine. Elle est tombée enceinte du mari de la vendeuse de bouillie. » À peine ces mots furent-ils prononcés que Madaline se leva d'un bond et la toisa de haut en bas, agacée. « Laissez-moi tranquille avec vos histoires. Après, c'est encore moi que vous appelez commère. Bande d'hypocrites. » Sans attendre une réponse, elle rentra dans son appartement et claqua la porte, laissant Mama Tenimi complètement abasourdie. Et effectivement, dans tout le quartier, Madaline ne se mêlait plus de rien. Elle restait loin de tout le monde, presque invisible. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ce récit, laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires.